السلام. Ça va? Où on en est resté la dernière fois? Les branches de droit international. Les branches. Oui, très bien. Donc, je vous ai un peu expliqué qu'il y a une évolution du droit international d'un droit coutumier à un droit contractuel, un droit conventionnel, c'est-à-dire à travers les conventions internationales. Parce que l'essence du droit international, c'est-à-dire le noyau dur du droit international, elle est constituée de coutumes. Vous connaissez bien sûr la signification du terme coutume, urf, mais là c'est une coutume internationale. Ce qui veut dire que c'est une coutume, c'est une pratique internationale qui a été suivie, respectée pendant une longue période dans les relations entre les États. C'est-à-dire les États se sont mis d'accord sur une certaine pratique et ils l'ont considéré, ça qui est le plus important, ils l'ont considéré moralement, sur le plan moral, comme étant obligatoire, comme étant du droit. Donc un ensemble de pratiques internationales qui concernent divers domaines, qui touchent bien sûr au rapport entre les États, notamment le premier rapport entre les États, malheureusement, c'est la guerre. D'ailleurs, le premier traité du droit international moderne, qui a été écrit par Hugo Grotius, c'était le droit de la paix et de la guerre. Le droit de la paix et la guerre. Donc, la guerre était limitée par un ensemble de règles coutumières, notamment, même s'ils n'étaient pas respectés évidemment, notamment la protection des civils, ne pas viser, ne pas cibler les civils dans une guerre, par exemple, ou de protéger certains combattants qui sont blessés, par exemple, qui sont malades, qui sont derrière. Évidemment, ils n'étaient pas respectés. Voilà, donc, premier domaine géré, régi par le droit international, c'est le droit de la guerre. La guerre, le droit de la guerre, et à la fois, je me rappelle, je vous ai montré qu'il y avait une certaine évolution de la coutume internationale vers ce qu'on appelle la codification. La codification. La codification, c'est une étape cruciale dans l'évolution du droit international, c'est-à-dire la transformation de règles coutumières en règles écrites. C'est le passage du droit naturel, qu'on appelle le droit naturel, non écrit, à un droit positif. Les conventions, les traités internationaux font partie du droit positif. Le droit positif, deuxième domaine très important qui a été régi par le droit international, coutumier, c'est le droit international de la mer. Le droit international de la mer, donc tout ce qui a rapport avec la délimitation des espaces maritimes. Comme vous le savez, la souveraineté, il y a la souveraineté terrestre et il y a la souveraineté maritime. Et les États ont toujours considéré que la mer territoriale, qu'on appelle la mer territoriale, c'est-à-dire la mer qui est juxtaposée à la côte terrestre, fait partie de la souveraineté. C'est-à-dire que l'État a la souveraineté
sur cette partie-là, sur le sous-sol, cette partie-là, et sur l'exploitation, et bien sûr, toutes les prérogatives de souveraineté sont appliquées. Donc la mer territoriale, elle a été donc délimitée à 12 miles marins, c'est à peu près 22 km. Donc 22 km qui séparent donc les 22 km qui vont au-delà de la côte terrestre font partie, sont soumis à la souveraineté de l'État. Très bien. Avec cette exception, bien sûr, ce qu'on appelle le droit de passage inoffensif, c'est-à-dire que les navires civils, ils peuvent passer librement. Parce que le principe, justement, du droit de la mer, c'est le principe de liberté des mers. Liberté des mers. C'est la souveraineté qui vient après dans la pratique entre les États. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la zone économique exclusive. La zone économique exclusive. Alors, les États côtiers, vous savez très bien que il y a cette distinction entre les États côtiers et les États enclavés. Les États côtiers, les États enclavés qui n'ont pas de vue, n'ont pas de vue sur la côte. Ils sont enclavés à l'intérieur du continent. Et là, à peu près 80% de la population mondiale, 80% de la population mondiale vit sur les côtes maritimes. Et donc les États, ils ont demandé de délimiter un espace où ils auront l'exclusivité de l'exploitation économique. L'exclusivité de l'exploitation économique. C'est-à-dire l'exploitation des ressources naturelles qui existent bien sûr dans la mer et dans les bas-fonds de la mer, les sous-mer, les fonds sous-marins. Notamment, bien sûr, la richesse, les poissons et puis toutes les richesses gazières, pétrolières, minérales, tout ça. Et donc, cette zone économique exclusive, il va être calculé sur une distance de 200 miles. 200 miles marins. À peu près, donc, plus que 300 km. Donc, c'est une zone économique exclusive, où l'État côtier a le monopole de l'exploitation des ressources naturelles qui s'y trouvent. Aire territoriale, ensuite zone économique exclusive, et troisième espace maritime, récent qui a été bien sûr, réclamé par beaucoup d'États, c'est le plateau continental. Plateau continental. Alors, on s'est aperçu que l'extension du continent sous la mer, parce que les continents, voilà, les plaques terrestres, ils ont une extension sous la mer. On s'est rendu compte que cette partie-là, ce plateau-là, il est rempli de ressources naturelles. Il est riche en ressources naturelles, notamment en ressources minières. Et donc les États côtiers, ils ont réclamé l'extension de l'exploitation économique au plateau continental. C'est-à-dire que, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que, pour ce qui concerne le droit de la mer, le droit international de la mer, au départ, on avait des règles coutumières. Le principe fondamental
Le principe fondamental, c'est la liberté des mers. Ça, c'est le principe fondamental, la liberté des mers. Ensuite, les États ils ont commencé à étendre leur souveraineté sur les côtes maritimes. D'accord? Et tous les États, ils ont fait pareil. Tous les États, ils ont fait pareil, ils se sont mis d'accord pour, voilà, la règle de 12 miles. La règle de 12 miles, c'était une règle coutumière. Les 12 miles, la mer territoriale s'étend jusqu'à 12 miles. Et puis, bien sûr, il y avait des conflits, notamment entre les États qui se juxtaposent. D'ailleurs, il y a toujours des conflits. On appelle ça les litiges, pas un conflit au sens militaire, mais litiges. Litige. Ou laser, litige. Litige, c'est un terme juridique. Et toutes ces règles-là, elles étaient développées davantage, précisées, etc., pour aboutir finalement à une convention internationale presque mondiale, qui réunit presque tous les États du monde. Et cette convention a été conclue en 1981 et entrée en vigueur en 1994. C'était la convention de Montego Bay. Convention de Montego Bay. Montego Bay, c'est une ville à Cuba. Les conventions sont toujours appelées sur le nom de la ville où la conférence diplomatique a été conclue, réalisée. Et on l'appelle la convention Montego Bay en 1981. Pardon, 1982. Le fait qu'il y ait une convention internationale ne veut pas dire qu'il n'y a plus de conflit, il n'y a pas de litige. C'est-à-dire que la convention internationale pose les règles, mais ensuite, les États doivent se mettre d'accord pour délimiter leurs frontières maritimes. Doivent se mettre d'accord, bien sûr. Tout d'abord, il y a le droit unilatéral de chaque État de délimiter sa frontière maritime. Par exemple, en 2019, le Maroc a délimité sa frontière maritime par une loi. C'est une décision unilatérale. Unilatérale, ça veut dire prise d'un seul côté. Mais cette délimitation de frontières maritimes va peut-être rentrer, bien sûr, il est rentré en conflit avec la délimitation de l'Espagne. Et donc, il y a litige. Et comment le résoudre? Il faut une négociation pour se mettre d'accord sur une délimitation consensuelle de la frontière maritime. Et le plus grand problème qui se pose, c'est les îles Canaries. Les îles Canaries qui sont sous souveraineté espagnole. Donc, le droit international distingue, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Le droit international distingue entre les États
et les îles et les morceaux d'îles, ou les îlots qui dépendent de la souveraineté de l'État. Donc on ne va pas appliquer le même principe aux îles. Hein? On ne va pas appliquer le principe de l'équidistance. On va appliquer un autre principe qui s'appelle le principe d'équité. C'est-à-dire un État, ce n'est pas comme une île. Donc on va accorder plus d'espace maritime à l'État qu'à l'île. Sauf si l'île est un État. Parce qu'il y a sauf si... je ne parle pas d'île comme par exemple le Royaume-Uni qui est une île, ou l'Indonésie qui est une île, mais je parle de petites îlots, comme les Canaries, qui dépendent d'un autre État. Bon, donc droit de la guerre, droit de la mer, et j'ai parlé la dernière fois également du droit des relations diplomatiques et consulaires. Donc ce qu'il faut retenir là, il y a deux principes qui ont marqué le droit des relations diplomatiques et consulaires. Tout d'abord, le principe de l'immunité diplomatique. Ces règles coutumières, ils ont été codifiés ensuite dans des traités internationaux. Et je vais citer deux traités internationaux primordiaux. D'abord, le traité sur les relations diplomatiques, le traité de Vienne sur les relations diplomatiques. Traité de Vienne sur les relations diplomatiques. Et aussi le traité de Vienne sur les relations consulaires. Aussi 1963. Oui. Sur les relations consulaires. Donc diplomatique, les relations diplomatiques. Et un autre traité sur les relations consulaires. Donc, c'est un traité international qui réunit la majorité des États. Tous les États ont consenti à certaines règles au niveau de leurs relations diplomatiques et consulaires. Et puis, on a d'autres branches du droit international qui naissent, qui apparaissent progressivement avec l'évolution de la société internationale. La société internationale. Quand on dit société, ça veut dire qu'il y a une entité qui veut s'organiser. Bon, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas au même niveau que la société nationale, mais en tout cas, c'est une... certains disent que la société internationale est anarchique, et que la société internationale ne mérite pas son nom. On ne peut pas l'appeler société, parce que société, ça veut dire qu'il y a des règles communes, il y a de la solidarité. Alors, est-ce que ces qualités existent dans les relations internationales, dans la société internationale? Non, oui, non, on peut dire non, mais oui d'un autre côté, parce qu'il y a une dynamique d'évolution de la société internationale vers un ensemble de règles écrites, consensuelles. Mais elle reste quand même imparfaite ou pas totalement anarchique, il ne faut pas totalement anarchique, mais c'est-à-dire que la grande différence entre société nationale et société internationale, c'est qu'au niveau de la société nationale, il y a un législateur.
il y a un législateur au niveau central qui légifère, qui produit les lois. Donc il y a la législation, elle est centralisée. La législation, elle est centralisée. Alors qu'au niveau de la société internationale, il n'y a pas de législateur au niveau central. Donc la législation, elle est décentralisée parce que ce sont les États eux-mêmes qui se réunissent, qui se mettent d'accord pour élaborer des conventions, des traités, des protocoles, des chartes, etc. Donc, le droit international, c'est un droit décentralisé. La production juridique, si vous voulez, elle est décentralisée. À l'opposé de la société nationale où la législation, elle est centralisée. Je dis qu'il y a d'autres les branches, je peux en citer beaucoup. D'abord, l'économie, c'est un secteur très important au niveau des relations internationales. Et il y a un droit international économique. Un droit international économique. Donc tout ce qui est libre-échange, tout ce qui est relations, échanges commerciaux, tout ce qui est bien sûr investissement, donc le libre-échange, il est aussi un aspect très important et les États ont tendance de plus en plus à conclure ce qu'on appelle des accords de libre-échange. Et là, des accords de libre-échange. Que ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral. C'est quoi un accord de libre-échange? Un accord de libre-échange, c'est un accord en vertu duquel les États s'engagent à réduire leurs barrières douanières et non douanières. D'accord? Douanières et non douanières. Donc réduire leurs barrières douanières. C'est-à-dire réduire les taxes douanières. Les taxes de douane. Donc, si par exemple on reçoit par exemple un PC qui coûte $1000 par exemple, comme ça $1000, quand ce PC va rentrer au Maroc par exemple, il doit payer 20%, c'est-à-dire qu'il va payer une taxe de douane, par exemple $200 comme taxe. Donc 20% équivaut à $200 calculé sur le prix du produit. Un accord de libre-échange, c'est s'engager par exemple à réduire 20% à 10%. Ou à 5%. Donc le produit arrivant sur le marché, il va coûter moins cher parce que il va payer moins de taxes douanières. Ça, la théorie. La théorie du libre-échange, elle est basée sur ça. Elle est basée sur la réduction des taxes douanières, mais également ce qu'on appelle les taxes ou les barrières, les obstacles non douanières. Quand on arrive à un taux zéro, ça veut dire on a le marché libre. C'est-à-dire que les marchandises circulent librement, sans payer de taxes de douane. C'est rare, mais ça peut arriver. Par exemple, l'Union européenne est un marché libre. C'est le seul exemple qui existe aujourd'hui au niveau régional. C'est l'Union européenne où les produits, les biens et services circulent librement. Mais l'essentiel est là. Donc le libre-échange, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral. Et aujourd'hui, il y a
des organisations régionales qui sont intégrées dans des accords de libre-échange au niveau régional. Comme par exemple le Mercosur, comme le NAFTA en Amérique du Nord, comme aujourd'hui en Afrique, il y a la zone, la zone de libre-échange continentale qui vient de rentrer en vigueur en 2021. C'est une grande nouveauté qui est très importante pour l'Afrique au niveau des échanges, au niveau de l'intégration économique entre les États africains. Très bien. Il y a d'autres branches, on va citer d'autres branches, comme le droit international du travail, qui réglemente les législations nationales sur le travail. Il y a le droit international de la migration. Le droit international de la migration. Il y a le droit international qui concerne, par exemple, les espaces extra-atmosphériques. Le droit international aujourd'hui, on parle de plus en plus du droit international des droits de l'homme. Droit international des droits de l'homme. Le droit international des droits de l'homme. Donc, parce que les droits de l'homme, ils ont acquis une dimension internationale et que les États, ils ont conclu des conventions internationales pour le respect et la protection des droits de l'homme. Respect et protection. Quand on dit respect, ça veut dire que les États ne doivent rien faire. C'est laisser la liberté. Respect. Et quand on dit protection, il y a une obligation de faire, obligation d'agir. C'est bien, on a un cancer gratuit. Il y a également un droit des traités. Le droit des traités, c'est-à-dire les règles qui régissent la conclusion des traités internationaux. Tout ce qui concerne les étapes de conclusion des traités, la signature, la ratification, l'entrée en vigueur, etc. On va voir ça. Bon, pour récapituler, le droit international public moderne, il est né dans le cadre de l'émergence de l'État-nation moderne. L'État-nation moderne. État-nation moderne, sur la base de deux principes fondamentaux. Donc, j'ai fait référence à l'accord de Westphalie, l'accord de paix, après les 30 ans de guerre religieuse en Europe, l'accord de Westphalie, 1648. Et donc, l'État-nation moderne, au sens moderne du terme, elle est née avec deux principes fondamentaux, la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures. La non-ingérence dans les affaires intérieures. Non-agression. Et bien sûr, non-agression mutuelle. Non-ingérence. Tadakhul, ingérence. Non-ingérence dans les affaires intérieures. Et la politique.